Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Les plateaux vous ont permis d'atteindre des sommets au cinéma, mais aussi et surtout au théâtre. Il fait tellement partie de votre quotidien qu'il est hors de question que vous le quittiez en disant un jour rideau. Vous le démontrez encore aujourd'hui. Bonjour Jean-Michel Ribes. Bonjour Jacques. Alors vous êtes de retour avec une mise en scène d'un spectacle et projection privée qu'on va évoquer tout à l'heure, qui est au Petit Saint-Martin jusqu'à la fin de l'année. Mais vous savez, le principe des clés d'une vie, vous étiez déjà venu il y a bien longtemps, il y a près de 1000 émissions d'ailleurs, c'est de parler de votre parcours à travers des dates clés. Donc j'en ai trouvé une qui n'est pas directement liée à vous, mais elle est importante. Le 29 mai 1963 est sorti ce film. 8,5 de Fellini. Et je crois que ce film vous a marqué, Jean-Michel Ribes. Ah, ça m'a plus que marqué. Ça a été une espèce de révolution sensible et tout d'un coup, je me suis senti tout à fait chez moi. C'est-à-dire que ce côté oblique, ne prenant pas les autoroutes habituelles de la dramaturgie, passant à côté, tout d'un coup, j'ai trouvé que c'était tout à fait une atmosphère dans laquelle je nageais librement. Alors, le titre du film, il faut le rappeler, c'est un rappel à la carrière du cinéaste et qui avait fait jusque-là 7 productions et demie, 6 films et 3 demi-films. Et au départ, il devait s'appeler La Belle Confusion ou Le Beau Désordre. Oui. Et ça a changé. Oui, ce qui n'était pas le cas d'ailleurs. C'était très structuré. C'était un film fait sur les associations de mémoire et tout. C'était très beau. Et vraiment, c'est un film que je recommande. Et bon, évidemment, le final et la musique est très connu, mais c'est un film magnifique, fondateur. Et vous avez dit un jour, Jean-Michel Ribes, que vous pourriez passer des journées à voir des films de Fellini et de Buñuel. Oui. De Fellini, de Buñuel, j'aime bien aussi Bertrand Blier qui est leur petit-fils, mais en effet Fellini, c'est un empereur du plaisir pour moi. Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous avez découvert Fellini alors que vous deviez aller voir Pouic Pouic de Louis de Funès. Oui, ça c'est incroyable. Hein. J'étais tout jeune et j'étais avec mon ami Gérard Garousse et on était allé dans le Midi, on voulait absolument aller au cinéma, il y avait Pouic Pouic qu'on voulait voir. Et quand on est arrivé, la salle était pleine. Alors on s'est dit quand même, on peut pas repartir sans avoir vu un film. On est rentré par hasard dans une autre salle et c'était 8,5. Voilà. Et Pouic Pouic, c'était le premier grand film de Funès où il était pour la première fois en tête d'affiche, oui. Alors qu'il avait déjà joué la pièce dans un petit rôle. Oui, voilà. Oui. Et je crois que c'est Christian Marin qui a repris le petit rôle dans le film. Oui, absolument. Alors, je vous dis absolument, je ne l'ai pas vu. Voilà. C'est pour avoir l'impression que je sais tout. Mais vous savez beaucoup de choses. Alors moi aussi, je sais beaucoup de choses sur vos jeunes années qui n'ont pas été faciles. Ça n'a pas été le plus beau film de votre vie. Non. Et je crois que vous avez été très marqué par la séparation de vos parents. Oui, très. Et je crois que le théâtre et le cinéma vous ont aidé. Sûrement en disant que j'étais pas très bien équipé pour la réalité, disons, après le divorce de mes parents, et il a fallu que je trouve des gens qui n'étaient pas non plus pour pouvoir communiquer avec eux, et très heureusement, j'ai rencontré des gens avec qui l'univers était identique. Je parle de Gérard Garousse, de Roland Topor, etc. Oui, qui ont marqué votre vie, dont on va parler. Alors, je crois que vos débuts sur scène, c'est à la Maison du Brésil, de la Cité universitaire, dans Plouf, le petit fantôme. Oui, ben vous savez des choses. Oui, c'est un jeune étudiant en cinéma brésilien qui était, ça s'appelait, enfin c'était la Fémis évidemment, et qui cherchait un petit garçon pour jouer dans un de ses films. Donc ma mère, qui est moitié américaine du Sud, on l'avait contacté par des amis, et elle a dit que mon fils prétende au rôle. Donc, je suis allé, j'ai été pris. Et alors après, ce metteur en scène, ce jeune metteur en scène, avait décidé de monter Plouf le petit fantôme de Maria Machado. Maria Machado, pour vous dire tout, c'est l'équivalent du... Enfin, Plouf le petit fantôme, c'est l'équivalent du Petit Prince. Oui. Très très connu dans toute l'Amérique latine. C'est un petit fantôme qui croit qu'il y a des gens, alors que toute sa famille lui dit qu'il n'existe pas. Et voilà, on l'a joué à la maison de... Oui, à la maison de... Pas en Amérique latine, pas dans la maison du Brésil, à la Cité universitaire. Voilà. Et je crois qu'il y a eu 6 représentations. Oui. Et après, malheureusement, ça vous a coûté très cher. Ça m'a coûté d'autant plus cher que mon père, qui était foudrage d'apprendre que son fils, sur lequel il avait peu de vue et dont il se foutait un peu, mais aller direct à l'échafaud en faisant ce métier de
comme ça de comédien à son âge. Donc C'était pas sérieux. non, et donc il y a eu un procès, tout ça avec ma mère, et je me suis retrouvé en pension. Voilà. Et vous êtes arrivé à bord d'une Simca ronde, qui était la voiture de l'époque la plus vendue, je crois. Ah bon? Ah oui, c'était le record. On l'appelait la ronde parce que ça fait hirondelle et c'était le symbole de la marque Simca. Ah oui, mais vous savez beaucoup plus de choses que je ne pensais. Mais je vous en savais aussi beaucoup. Alors, le Moncel, qu'est-ce que c'est? C'était une école très difficile. C'était une école, oui, qui était une école, une espèce de pâle copie des finishing school anglais où il y avait, vous savez, le châtiment corporel, etc., etc. Les élèves étaient gardés par d'autres élèves, etc. C'était ça un peu raté, qui était fait par des Suisses qui avaient investi à Jouan-Josas un grand parc et un château pour essayer de recommencer ça, de faire une copie de ça. Et là, je veux dire que c'était quelque chose... n'importe qui rentrait d'ailleurs, les profs étaient plus ou moins diplômés. Et assez vieux en général. oui, c'était très dur. Et il y avait... oui, il y avait des aspirants, des capitaines, c'était le grade donné à certains élèves qui en commandaient d'autres, etc. Et c'était... oui, c'était un endroit d'une discipline stupide. Et non, c'est pas aimé. Et il y avait un professeur qui a eu son heure de gloire parce que je crois qu'il a été candidat au jeu L'homme du XXe siècle de Pierre Sabag. Absolument, absolument. C'était le prof de mathématiques qui était sublimement drôle. C'était un gros monsieur et très sympathique, évidemment très cultivé. Et L'homme du XXe siècle, c'est un jeu historique à la télévision, puisque c'est la première fois qu'il y a des ordinateurs devant les candidats. On répond selon le principe d'aujourd'hui. Et l'ordinateur s'appelait Sidonie, et c'était un véritable événement. Et c'est Pierre Sabag qui avait fait mettre au point ces ordinateurs venus d'Amérique. Oui, ben, je ne savais pas tout ça, mais je suis content d'être venu. Alors, il se trouve aussi que vous aviez aussi un prof d'espagnol très sympa, Oui. Monsieur Vincent. Absolument. Alors, Monsieur Vincent avait été un élève du mime Marceau. Il voulait faire cette carrière dans le mime, mais il n'était pas arrivé. Donc, il était devenu prof parce qu'il avait des notions d'espagnol assez complètes et poussées. Et alors, il enseignait l'espagnol en mimant. C'est-à-dire que pour dire on va monter l'escalier, il le mimait. Pour dire on va manger, il le mimait. Pour dire on va en voiture, il le mimait. C'était assez étonnant. Et il nous avait dit aussi, vous voyez où j'en suis, moi je suis prof d'espagnol, alors que mon rêve aurait été de travailler comme Marceau, donc surtout faites ce que vous avez envie de faire. Et vous l'avez fait. Alors, il se trouve aussi que c'est là où vous avez rencontré Gérard Garouste, avec qui vous avez beaucoup travaillé ensuite. J'ai non seulement beaucoup travaillé, mais c'est devenu mon meilleur ami, on ne s'est pas quitté depuis l'âge de 13 ans, et je l'ai encore eu au téléphone hier. Je crois qu'il a fait beaucoup de décors pour vous, beaucoup de... Oui, et puis il a surtout fait une œuvre importante ensuite qui s'est terminée à Beaubourg. Enfin, qui ne s'est pas terminée, mais qui est passée récemment à Beaubourg. Et puis il y a eu une bagarre mémorable, je crois, entre le surveillant général et un certain Michel Sardou qui était élève. Oui, ah oui, alors il y avait des gens étonnants dans ce collège, cette pension. Il y avait des gens très différents. Il y avait Modiano aussi. Il y avait Sardou. Et il y avait... un peu moins rigolo et un peu moins chanteur, Balkany. Voilà. Et Sardou, il y a eu une bagarre. Sardou, c'était un cow-boy, c'était un héros, c'était un révolté, c'était quelqu'un qui gueulait tout le temps. Et il avait fini par casser la gueule au surveillant général. Évidemment, il s'était fait virer, mais c'était devenu une icône. Oui, mais vous lui avez quand même votre première danse avec une fille. C'est vrai, il m'a invité à une surprise partie chez lui. J'étais tout jeune et c'était ma première danse avec une fille. Et puis, il y a eu aussi un premier spectacle que vous avez joué au Moncel. Et dans ce spectacle, il y a une chanson très connue. C'est pour pouvoir acheter l'entrecôte qui nourrira les chairs des... Chanson très célèbre des frères Jacques, qui est dans Orion le Tueur, créée par la compagnie Jean-Pierre Grenet et des frères Jacques débutants. Et vous avez joué ça au Moncel, oui, Jean-Michel. C'est que moi, on m'avait interdit de faire du théâtre, évidemment. On m'avait jeté par la fenêtre et je suis rentré par la porte, ou le contraire. J'avais remonté Orion le Tueur et Les Précieuses Ridicules. Et ensuite, bon, il y a eu le lycée Jean de Sailly et le bac, mais le bac, c'était pas votre tasse de thé. C'est pas ma tasse de thé, mais je l'ai eu avec mention bien quand même. Mais sans avoir énormément travaillé. Ça, vous étiez plutôt un élève chahuteur que travailleur. Oui, mais le chahut mène toujours à des positions plus importantes que le travail. Et vous aviez vraiment envie d'exercer ce métier depuis toujours? Enfin, disons que oui,
Je m'étais aperçu que c'était là où on pouvait partir, rêver, avoir des conversations qui n'étaient pas celles, je dirais, très ennuyeuses des adultes. Donc je suis parti dans cette voie-là. J'ai commencé à écrire des trucs et à monter les pièces et j'ai trouvé un petit théâtre qui était le théâtre de Plaisance, perdu à Montparnasse et qui était un ancien garage avec un directeur incroyable qui s'appelait Jean-Jacques Asselagnan, communiste dur et pur, qui nous a acheté les voitures, maniez-vous, rigolez, tout ça, c'était l'envers du marxisme. Et c'est là où on a commencé à monter, où j'ai commencé à monter les pièces. Mais sans avoir pris de cours de théâtre. Disons que les divers endroits où j'ai été dans ma vie avant, du Moncel, mes parents, etc., c'était des cours de théâtre parfaits. Exact, mais c'est une autre forme de théâtre pour apprendre la vie. Oui, voilà. Alors justement, il y a eu d'autres choses dans votre parcours, et j'ai trouvé une date intéressante et historique, c'est le 10 décembre 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Michel Ribes. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Michel Ribes. Nous parlerons tout à l'heure de projection privée au Théâtre du Petit Saint-Martin, une pièce qui est à l'affiche jusqu'à la fin de l'année et que vous avez mis en scène. Alors j'en reviens à des dates importantes de votre carrière. On a vu vos débuts difficiles avec le Moncel, et le 10 décembre 1988, vous êtes pour la première fois, et presque l'une des dernières fois, à l'affiche de la Comédie Française avec La Cagnotte. Oui, alors... Il y a eu 2 représentations, je crois. Comment ? Il y a eu 2 représentations. Ah non. Au départ, les 2 premières. Non, ça s'est joué normalement pendant 2-3 mois. Voilà. Non, mais oui, c'est Le Poulain qui était venu voir un opéra bouffe que j'avais monté, qui a eu un grand succès, qui s'appelle Le Pont des Soupirs au Théâtre de Paris, et qui a une chose assez amusante d'ailleurs, c'est que on avait retrouvé cette œuvre d'Offenbach peu connue, mais la musique était absolument intégralement retrouvée, mais il manquait des parcelles au livret. Je les avais réécrites. Donc, c'est vrai que ça a amusé beaucoup les gens. Ça fait comme on dit aujourd'hui, un gros succès ou un triomphe. Et au lieu de le jouer 12 fois, je crois qu'on l'a joué 183 fois. Bon. Et pour un opéra, c'était pas mal, avec 3 distributions. Et Le Poulain était venu, il avait été fou de joie, il m'a attrapé à la fin de la représentation, il m'a dit viens, on va faire des choses ensemble, etc. Viens me voir. Je suis allé le voir et il m'a proposé de monter La Cagnotte. Voilà, il était à l'époque administrateur de la Comédie Française, qui était un peu son rêve, toujours. Je sais pas, mais enfin. Enfin, il avait tout donné pour ça. Il faut savoir que Le Poulain, il a commencé dans le théâtre de façon très curieuse. Je ne sais pas si vous le savez. Il jouait au rugby à Toulon, et puis le ballon sort dans la rue, il court le rattraper, il croise un copain qui dit « Je vais au cours de théâtre, je te suis ». Et c'est comme ça qu'au lieu de finir le match de rugby, il était dans un cours de théâtre et qu'il a commencé à faire ce métier. Mais il avait emmené le ballon au cours de théâtre. Oui, exactement. Il était capable de tout, le Poulain. Ouais. Quand on voit dans des pièces ou dramatiques ou comiques, il est génial. Oui, c'est un clown génial qui avait cette grande qualité qui lui a été beaucoup reproché de faire rire dans des choses plutôt faciles, mais aussi d'être un homme de culture. Et il pouvait aussi jouer une tragédie d'Eschyle aussi bien un théâtre de boulevard facile. Oui, et puis être administrateur de la Comédie Française, c'était plutôt une tragédie pour lui, parce qu'il s'est retrouvé dans un milieu où il faisait des choses qu'il n'aimait pas. Et surtout, beaucoup de petits, comment dirais-je, marquis de la culture le détestaient, le considéraient comme quelqu'un qui se vendait à la commercialisation la pire. Et moi, je me souviens, c'était terrifiant parce que il y avait des gens dans le couloir de la Comédie Française qui ne lui parlaient pas, des comédiens, d'autres qui lui parlaient. Il y avait une espèce de scission incroyable. Et tout le monde se plaignait de n'importe quoi. Oui, ça, je me rends pas compte, mais... Il se plaignait, mais ça retombait sur lui et il devait tout régérer. Oui, c'est-à-dire que oui, les gens essayaient de le clouer au pilori assez souvent. Alors, il se trouve donc que vous vous retrouvez avec lui, il vous propose cette pièce de La Biche, puis malheureusement, il va nous quitter. Oui, je l'avais connu, la première fois que je l'avais connu, il me fait entrer dans son bureau, avec une amitié chaleureuse, et puis il me parle, et puis tout d'un coup il saute sur son bureau, et il se met à chanter « Les petites femmes de Paris, les petites femmes... » J'adore ça, il me dit « J'adore ça, je les emmerde, j'adore ça, tous ces petits ducs sinistres, tous ces petits comédiens sans humour, moi j'adore ça, voilà. » Et... je ne sais pas pourquoi, quelques jours après, il reçoit un autre coup de téléphone ou quelque chose qui le bloque ou qui l'énerve.
et il se met dans un état de rage incroyable et il a une attaque cérébrale et il meurt. C'est fou, hein. Oui. Et donc son successeur vous appelle quelque temps plus tard pour remonter la pièce. Genre, Mais pas pour remonter, mais pour continuer le projet. Oui. Voilà. Et donc, vous commencez à travailler et vous faites appel au départ à Jean-Luc Bidault. Enfin, c'est Antoine Vitez, oui, qui est venu et qui était évidemment pas exactement le double de notre ami Le Poulain. Non. Mais je l'aimais beaucoup, c'était un pince sans rire en vérité. Et en effet, je lui ai dit, pour jouer La Cagnotte, c'est une pièce quand même très très drôle et pleine d'humour. Et je trouve que les comédiens qui restent libres pour ma distribution n'ont pas ce vice comique indispensable. J'aimerais choisir. Il m'a dit d'accord. Enfin, c'est Le Poulain qui m'avait dit d'accord. Et comment s'appelle-t-il Vitez. Vitez avait pas arrêté la chose. Et ces deux comédiens étaient Jean-Luc Bidault et Philippe Corsan. Corsan, bien sûr, qu'il a découvert d'ailleurs. Vitez ne savait pas que c'était un comédien aussi extraordinaire. Oui. Et le Bidault ne voulait pas au départ. C'est-à-dire que Bidault, c'est terrifiant. J'ai vécu une des moments les plus horribles de ma vie parce que Vitez me dit, attends, appelle-le parce qu'il faut qu'il dise oui ou non, il faut qu'il nous réponde, maintenant on peut plus attendre. Donc il me fait rentrer dans son bureau, il me dit, appelle-le. Il met le haut-parleur et j'appelle Bidault. Et Bidault me dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille foutre avec ce Colin Froid qui dirige maintenant la Comédie Française? Moi je sais, l'autre il entendait tout, avec ce silex, il n'a jamais ri de sa vie, je préfère encore aller travailler avec Sim. Il raconte. Donc, c'était terrifiant. Et alors là, Vitez a une formule formidable. Moi, je n'osais plus le regarder. Et tout d'un coup, il s'est approché de moi et m'a dit, je crois qu'il va accepter. Alors que, en effet, il a accepté. Il m'a dit, je viens, mais je veux rester 1 an, pas plus. Il est resté 10 ans à la Comédie Française. Voilà. Et c'est un comédien extraordinaire. Il avait été surtout connu par le grand public pour Et la tendresse bordel, oui. où il avait un rôle magnifique. Oui. Alors, donc, cette pièce est montée, et ça fait un tabac, et puis Vitez va disparaître. Alors oui, Vitez disparaît de la même façon, d'ailleurs, avec une hémorragie cérébrale. Et j'étais là, et j'ai ensuite, courageusement, Jean-Pierre Miquel, qui succédait à ses administrateurs, m'a invité pour monter la mise en gloire de Jean-Claude Grimbert, qui est rentré au répertoire de la Comédie Française avec Amour de Tambour. Mais là, personne n'est mort. Je n'ai pas porté poids cette fois-ci et j'ai dit au revoir, je ne peux plus remettre les pieds là parce que j'ai peur que ça recommence. Voilà. Il y a un autre projet, malheureusement, qui ne s'est pas fait. C'était la vie parisienne avec Yves Montand et Catherine Deneuve, ce qui aurait été extraordinaire. Alors oui, ça c'est l'association de 2 producteurs, Christian Fechner et Toscan du Plantier, qui étaient à peu près le pôle Nord et le pôle Sud. Mais ils se s'étaient rencontrés à Cannes et ils ont cette idée. Fechner était assez sûr que je pouvais amuser avec parce qu'il m'avait produit Palace. Et Toscan du Plantier, je venais de faire un film avec Arditi et Dominique Blanc, une chose que de Sacha Guitry. Donc tout d'un coup, ça semblait coller. Et j'ai commencé à travailler. Mon assistant a fait tous les repérages. J'allais voir régulièrement Yves Montand. Et puis, d'ailleurs, qui me disait, tu sais, Jean-Michel, j'aime beaucoup, beaucoup cette histoire. Il n'y a qu'une chose qui me gêne chez Offenbach, c'est la musique. Et là, ça va être un problème quand même, etc. Mais, voilà, et puis, on a travaillé 2-3 mois ensemble, et puis il est mort. Voilà, donc ça ne s'est pas fait. J'en reviens à vos débuts, parce que vous parlez du théâtre de Plaisance, et je crois que le premier spectacle que vous avez monté, c'était « Il faut que le sycomore coule ». Non, c'est pas le premier spectacle que j'ai monté, j'en avais monté 4 avant, mais c'est disons, la première pièce complète que j'ai écrite, et qui a eu... Avant, j'avais fait une chose qui s'appelait « Les fraises musclées » au Théâtre La Bruyère, et « Il faut que le sycomore coule », oui, c'est vrai, tout d'un coup, je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi. Tous les critiques sont venus dans ce petit théâtre. Un jour, j'ai vu des tonnes de voitures arrêtées. Je croyais qu'il y avait un accident devant. Et non, ils étaient là. Et il y a eu un déchaînement critique. Ils avaient trouvé la perle de la perle cachée dans ce petit théâtre. Et là, tout d'un coup, je me suis aperçu que je montais en première division. Voilà. La critique disait de vous que vous étiez un poète et un charmeur, Jean-Michel Ribes. Oui. Alors, donc, le spectacle a très bien marché. D'ailleurs, vous faisiez les deux en même temps. Vous alliez à mobilette d'un théâtre à l'autre. Oui, j'étais un cumulard. Il y avait
Il y avait donc, il faut que le Sycomore coule, où il y avait cette actrice extraordinaire qui était Renée Saint-Cyr, peu de vos auditeurs la connaissent ou s'en souviennent. La mère de Georges Lautner. Oui, mais qui était une star avant la guerre, formidable. Et oui, et donc je courais de il faut que le Sycomore coule aux fraises musclées qui jouent au théâtre Récamier. Voilà. Et il y avait un autre cumulard que vous avez connu à vos débuts, c'est Jérôme Savary. Jérôme était un grand ami à moi. Et il était d'ailleurs, il a commencé dans ce petit théâtre de Plaisance aussi, on s'est rencontrés. Il avait fait une chose extraordinaire, Jérôme. Il y avait personne qui venait, on jouait devant personne. Et un jour, il me dit, mais tu sais pourquoi? C'est parce que maintenant, il y a 2 chaînes, les gens peuvent plus quitter leur télévision, etc. C'est pas possible, il faut faire quelque chose. Et il avait inventé le fait de mettre 4 ou 5 postes de télévision face au public sur le bord de la scène qu'il laissait allumer pendant les représentations. Comme ça, les spectateurs ne rataient pas leur film tout en voyant la pièce. Oui, il était capable de tout. Ouais. Moi, j'ai un jour travaillé avec lui. Les répétitions ont duré 35 jours. Il y a eu 35 versions de la pièce que j'avais écrite. Oui. C'était ça. Alors, ça, c'est le côté théâtre, mais il y a aussi un autre événement qui s'est passé dans votre carrière et qui est très important. Et on va évoquer cet événement à travers la date du 29 octobre 1988. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Michel Ribes. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie. Mon invité Jean-Michel Ribes. Nous parlerons tout à l'heure de projections privées au Théâtre de la Porte Saint-Martin que vous mettez en scène jusqu'au 29 décembre. Mais là, on revient à votre carrière. On a évoqué vos débuts et vos premiers succès au théâtre. Et puis, le 29 octobre 1988, cette date vous a marqué et a marqué l'histoire de la télévision. Palace. Alors, quand on voit qu'il y a eu quand même 6 épisodes de 75 minutes, ce qui n'est pas énorme, c'est complètement culte. On a l'impression que ça a duré 10 ans. Ça a été rediffusé sur toutes les chaînes. Oui. C'est incroyable. Oui, c'est, si vous voulez, la première fois qu'un producteur nous faisait confiance avec, disons, des auteurs et des artistes qui n'étaient pas dans sa ligne. On n'était pas exactement dans les comédies de boulevard, dans ou même dans l'efficacité de la parodie comme pouvaient l'être les Inconnus qui l'étaient vraiment à l'époque. Et il m'a dit avec qui vous voulez travailler. J'ai dit avec Volinsky, avec Topor, avec Jean-Marie Gouriot, auteur des Brèves de comptoir, qui ne connaissait pas. Il m'a dit je vous fais confiance, mais je vous préviens, moi je veux que ce soit quelque chose de fort et qui ait une espèce de distribution aussi forte que les films ou les téléfilms qu'on fait à la télévision. Moi je veux que tout d'un coup l'humour ait cette place-là aussi. Voilà. Et l'homme s'appelait Christian Fechner. Oui. Je crois que c'est Françoise Verny qui lui avait dit de s'adresser à vous. Oui. Parce que Christian Fechner, on a un peu oublié, mais d'abord, il a été le producteur d'Antoine au moment des élucubrations. Oui. Il travaillait avec Alain Boublil, d'ailleurs, qui a fait Les Misérables. Il a sauvé l'Alcazar. Oui. Il a recréé le Grand Guignol à Paris, place Clichy. Et puis, il a été un grand magicien. Il était un disciple du champion du monde de magie. Oui, il a même réglé des numéros de Siegfried et Roy aux États-Unis. Absolument. Et donc, un matin, il vous appelle. Alors, vous êtes en tournage. Oui, un matin, il m'appelle. Mon assistant me dit, il y a Christian Fechner qui veut te parler. Alors, je le prends, je lui dis bonjour monsieur, etc. Il me dit, écoutez, je voudrais vous voir. Moi, je me demandais pourquoi, parce qu'on n'était pas vraiment sur la même planète. Et puis, on s'est rencontrés. Et tout de suite, on a eu de manière commune l'idée de faire quelque chose soit formidablement douceux et accueillant. Et on a eu l'idée de Palace. Parce qu'il faut bien dire que dans les années 80, fin 80, c'est vraiment l'année de l'argent, la décennie de l'argent. Et il m'a laissé libre cours. On a écrit... alors c'est drôle parce qu'il me dit, écrivez des choses et montrez-les-moi, ce qu'on a fait avec Topor, etc. On a beaucoup travaillé. On lui a écrit... je me souviens, j'ai apporté à son bureau nos écrits dans une chemise verte. Le secrétaire s'est à moitié vanille en me disant non, là là, sans cette chemise, il est superstitieux, le vert, ça porte malheur, etc. Donc, je suis rentré chez moi, j'ai mis une chemise bleue. Et pas de réponse pendant 6 mois. Alors, au bout de 6 mois, je l'appelle et je lui dis Christian, excusez-moi, mais là, j'ai d'autres projets. Est-ce que vous avez une idée? Ça vous amuse ou pas? Il me dit oui, parfaitement, on va le faire. Et d'ailleurs, je vous signale que j'ai pris la décision de racheter les studios de Boulogne. C'est formidable et je me dis c'est absolument génial pour dire non.
parce qu'il ne va pas y arriver. Il va dire, si je n'y arrive pas, c'est pas de ma faute, c'est parce qu'on a refusé que j'achète le studio de Boulogne. Non, il a acheté les studios de Boulogne, et là, il a construit 3000 mètres de décors complètement fous qui ont donné panace. Voilà. Il se trouve que les studios de Boulogne, pendant la guerre, ont été réquisitionnés par les Allemands. On attendait des films de propagande. Et après la guerre, ce sont les Américains qui sont venus en France pour tourner au studio de Boulogne toutes leurs comédies musicales. Il y a eu 343 longs métrages tournés jusqu'en 1990. Oui. Et c'est assez étonnant. Alors, il vous fait une confiance absolue. Et puis en même temps, le problème, c'est que les chaînes publiques se désistent avant le tournage. Oui, alors on avait tout prévu, etc. Et tout d'un coup, tout le monde dit non. Parce qu'ils avaient peur, c'était trop grand, etc. Et on était à 15 jours du tournage quand même. C'est-à-dire qu'on allait faire la cassette la plus chère du monde à produire. Et puis tout d'un coup, on a eu l'idée de apporter ça à Canal+, qui venait de commencer, qui était déjà une chaîne nouvelle, insolente et pleine d'humour. Et Lescure a dit oui, moi ça m'amuse et on va le faire. Et à partir du moment où Lescure a dit on va le faire, les autres sont revenus. On a pu le produire. Et quand on voit le casting de Palace que vous avez réussi à mettre au point, Jean-Michel Ribes, je crois que personne n'a jamais fait ça. Il y avait aussi bien Jacqueline Maillan que Philippe Corsan, que Valérie Lemercier qui débutait. Oui, c'est une découverte de Palace. Voilà. Et il y avait Carmet. Oui, il y avait Carmet, absolument. Il y avait Clavier, il y avait Blanc, il y avait etc. etc. Ouais, Michel Blanc était de la distribution. Ah oui. Carmet, vous reprochez d'ailleurs votre allergie à l'alcool, je crois. Ah oui, j'étais très très ami avec lui, j'ai fait des films après avec lui. Moi, j'étais allergique à l'alcool, je bois un verre de vin rouge, je suis en coma éthylique. Donc, il me dit, mais c'est pas possible, je supporte pas ça, viens chez moi. Et le matin, j'allais à Sèvres, c'est lui. Il posait sur son comptoir 5 ou 6 verres de blanc. Vas-y, amuse-toi. Dis-moi ce que tu veux. Dis-moi si ça te plaît. C'est pas possible que ça te plaise pas. Il supportait pas que je puisse pas ingurgiter d'alcool. Oui, non, mais il était très, très friand. D'ailleurs, il avait une spécialité. En plein tournage, il disparaissait parce qu'il avait senti une odeur de lapin qui lui plaisait. Il frappait à la porte des gens, il déjeunait avec eux. Il fallait aller le chercher ensuite. Il était extraordinaire. Ce qui me fascinait, c'était les endroits où il ne se passe rien. Les gens totalement inintéressants. Parfois, il m'appelait dans les pauses de tournage, il me disait viens voir dans le bistrot d'en face. J'allais avec lui, il me dit regarde le patron de bistrot. Rien. C'est rien. C'est extraordinaire, non? Et il avait un confessionnal de campagne chez lui. C'est-à-dire un petit confessionnal pour le plaisir. Oui. Ah bah oui. Il était anticlérical comme personne, oui. Alors, cette série Palace est devenue culte, totalement encore aujourd'hui. Il y avait Merci Bernard avant qui avait ouvert la porte. Alors, Merci Bernard a eu un immense succès. C'était une belle pagaille aussi à France 3. Et je crois que l'un des fans, c'était Jean-Luc Godard. Ah oui. Bah, Jean-Luc Godard, un jour, m'a appelé. C'était chez mes parents dans le Lot. Et on me dit, il y a Jean-Luc Godard qui veut te parler. Je dis, c'est une plaisanterie. Et pas du tout. Il m'a appelé, il me dit... bonjour, c'est Godard, je vous appelle. Moi, j'ai vu vos trucs, ça m'a bien plu. J'ai plus d'idées. Est-ce que vous pouvez m'en donner? C'est extraordinaire, non? Je dis, mais comment puis-je vous donner d'idées? Ben voilà, je vais faire un truc avec Villeray, tout ça. Ben, je lui dis, oui, on peut faire ci, on peut faire ça. Donnez-moi vos comédiens. Alors, pardon. Je lui dis, ben, il y a Villeray, il y a Melvadar, il y a Corsan, etc. Il les a tous engagés, il a fait un film dont je me souviens plus le nom, mais c'est parti de ça. C'est bien Godard, ça. Et puis, les générations d'aujourd'hui ne le savent peut-être pas, mais Je l'aurai un jour, ça vient de Palace. Ah oui, c'était une séquence qui revenait tout le temps entre Marcel Philippot et Philippe Corsan. Marcel Philippot était un client qui disait, mais c'est pas possible, il y a des vers dans la salade, etc. Et le directeur lui disait, ah non, monsieur, c'est pas des vers, c'est des limaces. Oh, pardon. Et il disait, je l'aurai un jour, je l'aurai. Voilà, etc. C'était une déclinaison sans fin. Et c'est devenu une pub que tout le monde aurait. Oui, c'est devenu une pub qu'une femme tout à fait extraordinaire, Anne Stock, a voulu faire. Elle est venue me voir, je sais pas, 20 fois. Moi, je voulais pas faire de pub. Si j'en avais fait, c'était un monde que je détestais. Et elle a fini par me dire, qu'est-ce que vous voulez pour le faire? Et moi, pour qu'elle dise non, j'ai dit, moi, je veux exactement le même décor que Palace, je veux exactement les mêmes comédiens et les mêmes techniciens. J'étais sûr qu'elle ne pouvait pas les retrouver, j'étais sûr, comme ça c'était gagné, elle allait me dire non. Mais d'accord, on le fait, elle a tout retrouvé. Et il fallait que le premier épisode soit diffusé un mois après. Je lui ai dit, vous avez vu comment
Est-ce que vous savez comment la pyramide de Khéops en Égypte a été construite? Il va falloir à peu près le même nombre de gens pour refaire tout ça à neuf. Et ça a marché. Et ça a marché. Oui, c'est une publicité qui est restée 13 ans. Ça se fait jamais. C'est la pub préférée des Français, mais il faut dire que on regardait surtout ça pour la liberté de ton qu'on avait. Les gens arrivaient en volant dans la chanson. C'était totalement fou. Et la liberté de ton, il y a un de vos amis très chers qui l'a gardé toute sa vie. Je dors beaucoup. Et comme il faut survivre, quand on se réveille, en gros, je fais tout ce que je peux. Topor. Ouais, Topor, Roland Topor. Bon, pour moi, c'est l'homme le plus étonnant que j'ai rencontré. Chaque fois que je l'interviewais, il répondait par un rire. Oui. Et pas un mot de plus. C'était une sorte de génie discret, car il a fait plein de choses et on a un peu oublié. Oui, c'était comme vous disiez, un génie, c'est pour une fois, quand on disait c'est génial, c'était pas usurpé comme nom, comme adjectif. Oui, c'était un type tout à fait rare, extraordinaire. Rabal disait c'est le type le plus intelligent que j'ai jamais rencontré. Et il a une œuvre fondamentale, énorme, aussi bien en dessin, aussi bien en théâtre, en livre, aussi bien. Oui, une œuvre graphique, c'est lui qui a écrit. Ça aussi, ça a été un événement cinématographique très important. Ça a été Téléchat. Téléchat, il avait écrit une émission qu'il voulait pour les enfants, mais il voulait pas que les parents s'emmerdent en la regardant, donc c'était une chose où les parents étaient contents de la voir autant que les enfants. Et Polanski a tiré un film d'un de ses romans, Le Locataire. Oui, absolument. Alors, et c'est vrai que Topor, ça faisait partie des génies. C'est sur Facebook, il est en photo devant une bibliothèque totalement en désordre. Ça lui correspond parfaitement. Alors, vous avez failli faire une encyclopédie, je crois, avec lui, qui corge. Alors, non, on voulait faire ça, Quignorge. Quignorge, voilà. Quignorge, parce que c'était l'envers de que sais-je. D'accord. Vous voyez, c'est-à-dire que on voulait préserver tout ce qu'on ne savait pas, qui était quand même une richesse incroyable et qui permettait à la fois d'un jour les découvrir, en même temps c'était une espèce d'inconscient qui nous permettait de faire des choses hors de l'autoroute balisée de la culture. Alors, il se trouve que parmi vos rencontres, car vous avez aussi un parcours extraordinaire, Jean-Michel Ribes, je crois que vous avez connu Raymond Queneau. Ah oui. Oui, je l'ai connu, j'ai même écrit des lettres. Oui, j'ai connu Raymond Queneau, ma mère s'était remariée avec un peintre, Jean Cortot, un homme extraordinaire, qui était ami avec beaucoup de gens, d'artistes, et Queneau venait souvent déjeuner à la maison. Moi, j'étais tout petit et je me disais, si c'est ça, être adulte, je veux bien le devenir, parce qu'il était extraordinaire, il était une drôlerie infinie, il était avec sa femme, toujours, il l'accompagnait, Janine, qui était Zazie, finalement. Oui, Zazie dans le métro. Oui, c'était Janine, et qui n'avait qu'une obsession quand on déjeunait, c'était de le faire rire. Il éclatait de rire, on aurait dit une espèce d'éléphant qui s'étouffait. C'était un homme extraordinairement à la fois gentil, inventif et surtout hors du commun. Et il y a aussi quelqu'un qui vous a marqué, c'est Audiberti, que vous avez croisé aussi. Oh oui, c'était le meilleur ami de ma tante, et oui, je l'ai croisé, c'était quelqu'un aussi. Ça faisait partie de ces gens qui avaient une liberté d'esprit, de ces grands poètes, que beaucoup de gens aimaient à l'époque. Maintenant, ils se font rares. Voilà. Il y a quelqu'un aussi qui nous manque beaucoup et que vous avez vraiment beaucoup connu, c'est Jacques Villeray. Ah oui. Oui, Jacques, j'ai fait un nombre de choses insensées avec lui, comme d'ailleurs avec Michel Blanc. Et Jacques, j'ai écrit des choses pour lui, j'ai écrit un one-man show, j'ai fait un film avec lui, il jouait 11 rôles. C'est un ami, vraiment un ami. Et c'est un gâchis, car il buvait par tristesse, alors qu'il aurait pu faire beaucoup, beaucoup plus de choses. Et en même temps, s'il en a fait un petit peu, c'est aussi grâce à l'alcool. Oui. Et je crois qu'il y avait des déjeuners avec Dutronc aussi que vous faisiez. Ah oui, on avait nos dimanches avec Dutronc à l'hôtel Saint-Jacques, PLM Saint-Jacques, où Dutronc adorait imiter le chef cuisinier du restaurant japonais qui coupait des homards en les lançant en l'air. Et Dutronc parlait comme ça, comme lui, pour essayer de parler japonais. Et ensuite, comme c'était près de Sainte-Anne, il allait à la librairie avec Jacques d'ailleurs, et moi, il allait à la boutique de l'hôtel, il a acheté toutes les reproductions de la Joconde et dans la rue, il les distribuait comme des tracts à tous les fous qui sortaient de Sainte-Anne. Voilà, c'est une époque effectivement privilégiée. Vous continuez aujourd'hui et on va évoquer justement votre retour à la scène, à la mise en scène avec la date du 25 septembre 2024. À tout de suite sur Sud Radio avec Jean-Michel Ribes.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Jean-Michel Ribes, on a parlé de votre long parcours. Et puis aujourd'hui, vous êtes de retour à la mise en scène. C'est depuis le 25 septembre 2024. Il y a une pièce qui se joue à Paris au Petit Théâtre Saint-Martin, qui est projection privée. Et c'est une pièce étonnante à 3 personnages qui se moquent de la télévision et des feuilletons. Plus que ça, c'est une pièce de Rémi Devos. J'avais d'ailleurs monté au rond-point, j'avais monté une de ces pièces qui s'appelait Cadoc, formidable. Et vous savez, vous me dites que je reviens à la mise en scène, je me suis jamais éloigné, même après 22 ans de direction du rond-point où je fais beaucoup de spectacles, j'ai continué, tout le monde a cru que ça allait m'arrêter, mais voilà, je suis absolument... C'est comme les cyclistes, s'ils arrêtent de pédaler, ils tombent, donc j'ai continué à faire mes petites bêtises. Et en effet, là, j'ai trouvé cette pièce absolument étonnante, d'une cruauté incroyable et d'une drôlerie aussi forte qu'elle était cruelle, avec 3 acteurs magnifiques qui sont Clotilde Mollet, Joséphine Demeaux, qui travaille avec Nakache et Toledano souvent, et Gilles Gaston Dreyfus. Et c'est une pièce plus vous dites qu'il se moque de la télévision, plus que ça. C'est une pièce qui montre, avec une drôlerie, encore une fois tragique, mais une drôlerie formidable, les dégâts que provoque l'addiction à la télévision dans un couple. Oui, en fait, il y a l'homme, la femme et puis une jeune femme qui apparaît. La femme passe sa vie devant la télévision. C'est-à-dire que la femme, ils sont déconnectés avec son mari. Elle tient le coup parce qu'il y a la télévision. Lui amène des filles dans son dos, elle ne les voit même pas. Et ensuite, ce qui est assez étonnant, c'est qu'une des filles qui ramène devient l'amie de la femme et devient contre le mari qui est son amant. Enfin, c'est une espèce d'inversement, enfin de renversement de Ciel mon mari, des éternels trios de boulevard. Je dois dire que c'est excessivement jouissif de les voir et de monter cette pièce. Oui, le mari est tellement loin de sa femme qu'il ne connaît même pas son prénom. Exactement. Et il lui dit, tiens, j'ai amené une babysitter, je pense que ce sera utile pour l'enfant. Et la femme lui dit, il y a des choses qui m'intriguent, quoi. On n'a pas d'enfant, etc. Voilà, c'est comme ça. Et ce qui est assez bien dans la pièce, c'est que peu à peu, cette espèce de 3 solitudes, peu à peu, pour tenir le coup et retrouver une communication entre eux, se mettent à jouer, à devenir les personnages de gloire, beauté et luxure, un grand feuilleton populaire. Et à ce moment-là, il commence peut-être à revivre. Aujourd'hui, on a les plateformes avec des jours et nuits, on peut regarder des films. Mais moi, je me souviens, dans les années 60, il y avait une chaîne de télévision, et à 19h40, toute la France était devant Jannick Camus ou Rocambole. Il y avait 97% des Français qui regardaient et qui suivaient avec passion. Mais c'était pas une addiction, c'était autre chose. Oui. C'était le quotidien. Mais l'addiction à la télévision en feuilleton, ça peut exister. C'est-à-dire que là, disons que c'était une addiction, je dirais presque une béquille, parce qu'elle n'a plus d'amour, plus rien, elle ne parle plus à son mari de rien. Donc il faut bien qu'elle ait un moment quelqu'un avec qui elle puisse, en tout cas, communiquer, et c'est la télévision. Voilà. Il se trouve que le décor est très simple, parce que là aussi, il y a un canapé et une télévision. Non, il y a un canapé et des dizaines de télévisions. Oui, mais à la fin. Non, mais on les voit avant, oui. Comme si c'était des télévisions qu'elle avait usées, qu'elle jetait comme on jette un papier dans la corbeille. Et à la fin, toutes ces télévisions reprennent vie. Oui. Vous êtes accro vous-même à la télévision? Non. Ou pas du tout. Non. À un moment, non. À un moment, j'en ai fait beaucoup. J'en ai fait beaucoup avec Hermé. On parlait de Merci Bernard, de Pallas, j'en ai fait beaucoup. Mais non, je suis pas... Je pense qu'à la télévision, on jette son opprobre sur la télévision. Il y a des choses assez étonnantes de la télévision qui peut naître qu'à la télévision. Et puis à part ça, c'est... Non, ce qu'il y a je dirais, ce qu'il y a moi qui me gêne un peu et qui m'interdit peut-être de refaire partie de la bande télévision, c'est que tout devient lisse, tout devient bien élevé, tout devient poli. Et je pense que l'humour, en tout cas l'intérêt de la création, c'est de sortir de l'autoroute. C'est ce que vous avez toujours fait, et je crois que vous êtes un défenseur de la fantaisie subversive. Absolument. C'est quelque chose qui est pas d'actualité pour l'instant. Oui, mais je pense pas qu'il y ait vraiment de fantaisie sans subversion. C'est quand même ça. Il y a des gentils trucs bien élevés, presque, je
Comment va maman poil aux dents, enfin, je veux dire quelque chose comme ça. Mais en tout cas, dans tout ce qui est l'humour, peut-être à part oui, sur Canal, il y a encore, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais cette émission, oui, Groland. Pas Groland. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de choses qui dérangent. Et en plus, vous connaissez le sujet, vous avez fait 2 livres importants qui sont des classiques sur le rire de résistance. Oui. C'est-à-dire que c'est vraiment, ça fait partie de la tradition française, Jean-Michel Ribes. Mais oui, absolument. C'est-à-dire que c'est incroyable le nombre de gens qui ont pu qui ont pu presque faire reculer des dictatures, presque faire reculer la pensée unique, presque faire reculer toutes ces prisons du raisonnement qui interdisent la pensée. Il y a eu, je sais pas quoi, de Rabelais à Jarry, à Queneau, etc. Des gens qui ont montré qu'on pouvait respirer ailleurs ou respirer autrement, en tout cas. Topor et Harakiri, justement, ont été des symboles. Ben, vous savez, Harakiri, dont aujourd'hui on se moque à travers Charlie Hebdo, Harakiri, dans les années 60 et début 70, ça a bouleversé, c'est un événement, je dirais presque littéraire, qui a bouleversé l'humour en France. Je crois que ça a autorisé les gens à rire des choses qui étaient tabous. Voilà. Il se trouve que ça s'appelait Harakiri jusqu'au jour où il y a eu balle tragique à Colombey, un mort, c'était le général de Gaulle. Et il se trouve que Choron Cavana avait racheté un journal américain de bande dessinée Charlie, et c'est pour ça que c'est devenu Charlie Hebdo, parce qu'ils avaient le titre sous la main. C'est pour ça, et c'est aussi pour se moquer de celui qu'ils avaient condamné, qui s'appelait Charles de Gaulle, voilà. Qui s'appelait Charlie. Alors, quand on voit ce spectacle Projection privée, que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent, on reconnaît tout de suite le style de la mise en scène de Jean-Michel Ribes. Il y a une marque de fabrique. En tout cas, il y a une direction d'acteurs qui m'a passionné, avec des acteurs tout à fait étonnants et qui ont été, je dirais, chauffés à blanc. Et oui, moi, j'aime le théâtre d'acteurs, j'aime le théâtre à la fois qui est comme une partition, où il faut le chanter juste, mais pas sortir de la partition, de la ligne mélodique. Et là, je veux dire qu'ils sont tout à fait extraordinaires. Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'être pas mal joué à l'étranger, et parfois, on tombe sur des metteurs en scène beaucoup plus géniales que l'auteur, et j'ai vu des choses qui ne ressemblaient plus à ce que j'avais écrit du tout. Mais bon, j'avais un eczéma généralisé et je partais de la salle. Mais là, je pense qu'on est près du cœur de ce que raconte Rémy, qui est à la fois irrésistible et terrifiant. Si vous voyez, c'est Échille chez les Marx Brothers. Oui, et ce qui est étonnant aussi chez vous, c'est votre catalogue d'acteurs. Vous pouvez prendre n'importe quelle pièce, et Dieu sait si vous en avez monté en 22 ans au Rond-Point, vous trouvez toujours le bon acteur. C'est rare. Oui, c'est essentiel. C'est celui qui porte... c'est celui qui porte l'œuvre, qui la fait vivre auprès du public. L'acteur, c'est essentiel. Et comment on fait, Jean-Michel Ribes, pour justement avoir une pléiade d'acteurs à disposition et sentir et penser à celui qui sera le bon? Donc j'ai la chance que beaucoup d'acteurs sont venus me voir pour... mais plutôt envie de travailler avec moi. Alors il y a eu ça, et puis après, voilà, c'est comme quand vous tombez amoureux de quelqu'un, c'est immédiat, voilà. Mais... j'ai eu la chance de travailler avec des gens célèbres comme Arditi, Dussolier, etc. Oui, Michel Blanc, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Ça se faisait assez naturellement au bout d'un moment. C'est-à-dire qu'ils savaient les bêtises que j'avais faites, ça les amusait, ils avaient envie d'en partager avec moi, donc ils ont continué à... Mais c'était vraiment... J'aimais pas les rigolos, j'aimais les acteurs, j'aimais les grands comiques. Voilà. Et les grands comiques qui ont quelque chose de plus profond au fond d'eux-mêmes. Et elle se trouve aussi qu'il y a une chose étonnante, c'est-à-dire que si vous n'aviez pas dirigé le Rond-Point voici 22 ans, ce serait devenu un showroom pour la haute couture. Oui, on est arrivé à un moment où le théâtre allait être devenu en effet le showroom des couturiers de l'avenue Montaigne. Et je peux dire que la mairie a été si courageuse, parce que la somme d'argent qu'il lui proposait était assez énorme. Moi, je me suis battu tout d'un coup pour que ce soit, je leur ai dit, le temple des auteurs vivants. Et j'ai tenu ma parole. Oui, et 22 ans de travail quotidien, c'est énorme comme travail. Oui, parce que je continuais à faire du cinéma, je continuais à faire des pièces, etc. Mais c'était là de 8h du matin à 8h du matin. Il y avait 3 salles, un restaurant, une librairie. Oui, et je veux dire qu'on a fait revivre ce lieu d'une manière étonnante.
Alors, il se trouve aussi que le théâtre, un jour, Pierre Cardin m'a parlé de vous à propos d'une pièce qui s'appelait Par-delà les marronniers, Ah oui. Jean-Michel Ribes, qui était une pièce que vous avez montée à l'Espace Cardin, à ses débuts, dans une petite salle. Oui, j'avais monté ça au Festival du Marais. Il avait aimé. C'était l'histoire de trois poètes dadaïstes qui sont tous les trois suicidés, qui étaient incroyablement subversifs et qui étaient Jacques Vacher, Jacques Cravant et Arthur Rimbaud. D'ailleurs, et Arthur Rimbaud, non, pardon, ça aurait pu l'être. Arthur Cravant. Et d'ailleurs, Jacques Vacher, c'est assez étonnant parce que Jacques Vacher, pendant la guerre de 14, était interprète entre l'armée anglaise et l'armée française, et il a envoyé des lettres à un médecin militaire, des lettres absolument insensées, un médecin militaire qui s'appelait André Breton, et André Breton est devenu André Breton grâce à Jacques Vacher, il le disait d'ailleurs. C'est extraordinaire. Alors, il se trouve que ce spectacle a eu lieu dans une petite salle, sauf un soir où Valéry Giscard d'Estaing est venu, Jean-Michel Ribes. Oui, c'était extraordinaire, il y avait... c'était les indépendants, je ne sais pas quoi, son mouvement, et alors ils étaient républicains indépendants. Les républicains, là, ils étaient arrivés à Paris pour fêter ça, en croyant qu'ils allaient aller au Lido ou au je ne sais pas quoi. Il y avait des trompettes partout. Et ils les avaient amenés voir ce spectacle. Pardon, incroyablement subversif, mais parlant du dadaïsme. Et petit à petit, la salle se vidait par rang entier. Et simplement, Giscard et ses collaborateurs étaient restés au premier rang, à la fin. Et il m'a dit, oh Jean-Michel, c'est très intéressant ce que vous nous dites. C'était incroyable, l'espèce de gap qu'il y avait entre lui qui était resté et tous les adhérents de province qui avaient envie de venir faire la fête à Paris. Alors, il se trouve aussi que vous avez peut-être pas connu, vous étiez trop jeune, De Gaulle est venu chez vos parents et vos grands-parents. Les grands-parents, oui. Le grand-parent, en 47, je crois. Oui. Et puis, vous avez écrit une lettre à René Coty. Oui. Mais c'était triste qu'il s'en aille. Je me souviens, j'étais un jeune enfant et j'ai écrit une lettre. Il m'avait répondu, d'ailleurs. Voilà. Et il se trouve que René Coty, Philippe Bouvard, jeune journaliste, interviewe René Coty qui dit « Je ne veux pas quitter le pouvoir, je resterai président ». Il apporte ce papier au Figaro à Pierre Brisson qui dit « Je ne le passerai pas parce que De Gaulle doit venir, sinon la France est foutue Oui. ». Et ça a failli se faire. Oui, enfin, je crois que Coty a été très respectueux et content que De Gaulle arrive lui donner un coup de main. Je pense aussi. Et puis, alors, il y a quelqu'un de très connu aujourd'hui qui a été qui vous a aidé pour les mathématiques, c'est Marc de la Charrière. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Oui, Marc de la Charrière, qui est devenu un des icônes, un des grands milliardaires français. Quand il était étudiant, il cherchait à gagner un peu d'argent et il donnait des leçons de mathématiques. Il m'avait donné des leçons de mathématiques, d'autant plus d'une façon assidue qu'il est tombé fou amoureux de ma mère. Donc il venait surtout voir ma mère plutôt que moi. Voilà. Et voilà un homme de théâtre qui pourrait vous dire faites des mises en scène pour moi, non? Marc de la Charrière. Il nous a aidés au rond-point. Hein. Oui, mais ça peut continuer maintenant. Écoutez, je lui souhaite. Voilà. Parce que, à mon avis, vu votre style et vu cette pièce et tout ce qui vous attend, vous avez encore un bel avenir devant vous, Jean-Michel Ribes. Oui, je pense avoir 50, 60 ans devant moi encore. Voilà, au moins. Oui. Et avec des pièces, à chaque fois, en trouvant de nouveaux auteurs. À la fois de nouveaux auteurs, et à la fois, j'ai le projet de faire une... D'abord, j'ai un projet avec un être exceptionnel qui est Patrick Robin, je vais d'ailleurs le monter au rond-point, qui est une espèce de facteur cheval de l'humour, un poète de l'humour. C'est lui, vous savez, qui imite le faux plat et le pain parasol, etc., qui est extraordinairement bouleversant, d'une drôlerie infinie, et qui sort justement des stand-uppers, il y en a 12 par jour. Lui, c'est vraiment un grand poète de l'humour. Et j'aimerais aussi, après, rendre hommage à tous ces gens qui ont été oubliés et délaissés depuis le Chat Noir jusqu'à maintenant, et bien sûr Pierre Dac, etc., et qui n'ont pas leur place dans, je trouve, n'ont pas la reconnaissance qu'ils devraient avoir, car ils ont été presque le fruit, ils ont été la semence qui a donné ce qu'il y a de meilleur aujourd'hui. Voilà. Et le meilleur pour l'instant, c'est d'aller donc au Petit Saint-Martin, voir projection privée. Alors c'est du mercredi au samedi. Je crois que c'est à 21h. Au début c'était à 19h, maintenant c'est à 21h. Non, c'est-à-dire qu'il y a une semaine, pour satisfaire tout le monde, une semaine à 21h, la semaine d'après à 19h. Donc il faut choisir sur Internet le bon horaire et c'est jusqu'au 29 décembre. Oui, j'espère. Non, j'en suis convaincu. Peut-être au-delà, non?
peut-être au 29 décembre, vous voulez dire, de l'année d'après. Exactement. Ouais. Merci Jean-Michel Ribes. Merci Continuez à vous. ainsi, ne changez rien. Bah écoutez, je vais essayer. Je vais peut-être changer une chose, c'est que je vous verrai plus souvent. Avec joie. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.